Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci infiniment d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci de votre fidélité d'écoute et de vos supports, vos dons qui sont les bienvenus également sur le numéro affiché à votre écran pour soutenir également notre équipe et surtout soutenir votre média Afro-Web TV. Aujourd'hui, donc, notre émission nous amène à accueillir un homme qui accepte avec gentillesse notre invitation. Il s'agit bien évidemment de Maître Alexis Iou, avec qui nous collaborons pour la réalisation donc, de cette émission. Merci infiniment et que nous recevons depuis l'Europe. Merci Maître, bonjour, comment est-ce que vous allez Maître? Bonjour Monsieur Abenigan, merci pour votre invitation. Je vous d'abord félicite pour le travail que vous faites depuis un certain temps. Votre chaîne est regardée partout et vous développez surtout des thèmes très très intéressants, ce qui m'amène à répondre activement à vos invitations lorsque vous me faites appel. Donc tout va bien en Europe et ça, je vous en remercie. Merci Maître. Et merci à votre équipe. Votre équipe, elle est magnifique. Merci. Merci beaucoup Maître d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir et surtout un honneur pour nous et surtout aux accros donc, du droit pour savoir encore plus. Nous irons donc en Côte d'Ivoire pour parler de l'abandon des poursuites judiciaires contre Simone Gbagbo par la CPI et la Cour pénale internationale. Nous parlerons également de l'utilisation de Pegasus et ses effets sur la démocratie. Et voilà donc le menu de votre émission Avis de la diaspora de ce jour. Merci à tous de partager également avec les amis sur d'autres plateformes, dans d'autres groupes, comme vous savez bien le faire aujourd'hui. Donc, il faut rappeler que nous recevons le ministre de la Justice, de Dr Agbeome, et qui est également un avocat qui exerce son métier au barreau de Lille. Et aujourd'hui, donc, il nous parlera du droit, il nous parlera de beaucoup de choses, décrypter également l'actualité avec nous. Alors déjà, nous vous emmenons du côté donc, de la Côte d'Ivoire pour parler de Simone Gbagbo qui avait été donc condamné pour 20 ans de prison en mars 2015 pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. L'ancienne première dame avait par la suite été innocentée par la cour d'assises d'Abidjan par des accusations de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Alors, son amnistie avec celle de 800 détenus poursuivis par des crimes en lien avec la crise post-électorale 2010, entre 2010 et 2011, mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État commises par après son investiture, le 21 mai 2011. Il y a de cela quelques jours, nous avons eu l'information qu'elle a été que l'abandon a été, la Cour pénale internationale a abandonné des poursuites contre Madame Simone Gbagbo. Comment avez-vous reçu cette information, Maître? Oui, merci, Monsieur Mbeni. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous féliciter, j'apprécie votre subtilité d'esprit avec laquelle vous indiquez que je suis garde des Sceaux, ministre de la Justice d'Agbeome, et pas de la DMK comme le disent certains souvent, et certains de vos confrères. Quand vos confrères disent que je suis ministre de la DMK, je les rappelle à l'ordre en disant que la DMK n'est pas un pays. Donc la DMK ne peut pas avoir un gouvernement. Il s'agit d'un gouvernement du Togo, quoique tout le monde sait qu'au Togo aujourd'hui il y a deux gouvernements, un qui est à l'étranger, un qui est sur place. Et ça, c'est un autre problème. Ce n'est pas le cas de notre discussion aujourd'hui, mais j'apprécie votre subtilité d'esprit, je vous en remercie. Je suis effectivement le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et de la promotion des droits, du gouvernement formé par le président Agbeome Kodjo. Maintenant, pour revenir à Madame Gbagbo, oui, je vais aussi comme vous. Mais moi, en tant que juriste, cela ne m'étonne guère. C'est une décision à la fois sage et normale. Sage parce que la CPI n'avait pas le choix de toute façon de faire autrement et la sagesse veut que même la justice soit rendue conformément d'abord au droit, mais aussi à l'équité, à la notion même du principe de l'équité, et de la justice.
cette décision, elle est accueillie favorablement et elle est normale aussi parce que lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction et que cette infraction, on estime que vous l'avez commise pas seul, mais en co-auteur, parce que c'était le cas de Mme Gbagbo et son mari, plus Soro ouais, et les autres. Il y a un auteur et des co-auteurs. Donc Mme Gbagbo, en réalité, était considérée comme co-auteur des infractions qu'on reprochait à son mari. Voilà pourquoi les deux devaient être normalement transférés à la CPI à l'époque. Il se fait que pour des raisons que j'ignore, mais que j'imagine aussi qu'elles tiennent de l'aspect purement politique de ce dossier, M. Gbagbo a pu être transféré. Je crois même que la Côte d'Ivoire, en tout cas les dirigeants de la Côte d'Ivoire à l'époque, ont milité activement pour qu'il soit déféré à la CPI. Et bizarrement, ils ont refusé que sa femme suive, que sa femme n'aille à la CPI. Sa femme est restée en Côte d'Ivoire où elle a été jugée. Voilà, moi je vois le problème sur cet aspect-là. Maintenant, pourquoi aujourd'hui la CPI renonce, ou en tout cas ne veut plus la poursuivre? C'est juste parce qu'on ne peut pas. Et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Si vous avez d'autres questions, posez-la moi. Je vous expliquerai par la suite les raisons juridiques pour lesquelles on ne peut plus la poursuivre. Justement, on peut aller sur les raisons, puisque c'est ma seconde question que je voudrais poser par rapport à l'abandon. Quelles sont en fait les raisons qui permettent à la Cour pénale internationale d'abandonner, de ne plus poursuivre ces charges contre Mme Simone Gbagbo? Voilà, ok. Alors, du point de vue du droit pur, une infraction on ne peut pas poursuivre une personne deux fois pour les mêmes infractions. Ça, c'est une des premières raisons. Donc, Mme Gbagbo est censée être poursuivie par la CPI quasiment pour les mêmes infractions qu'on lui reproche en Côte d'Ivoire. Or, en Côte d'Ivoire, elle a été jugée et condamnée à 20 ans de prison. Puis, elle a fait 7 ans. Et le président Ouattara, par un moment, a gracié un certain nombre de personnes, dont elle. Donc, elle a bénéficié d'une grâce. Quand vous bénéficiez d'une grâce, ça veut dire qu'on ne vous reproche plus ce qu'on vous a reproché et que les 7 ans qu'elle a passés suffisent pour corriger, en tout cas, ce que la population vous reproche, ce pourquoi vous avez été poursuivi. Donc, cette condamnation en Côte d'Ivoire interdit à toute autre juridiction, nationale ou internationale, de la poursuivre pour les mêmes raisons. C'est la raison pour laquelle la CPI ne peut pas continuer à instruire son dossier. De toute façon, quand si la CPI continue à instruire son dossier, on ne peut pas la condamner pour deux raisons. La première raison, c'est que la personne qu'on considère comme l'auteur principal a été lavé. Donc, M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, a été lavé de toute infraction. La CPI a considéré qu'il n'était pas auteur des faits. Et donc, il y a un non-lieu qui a été prononcé. À partir de ce moment-là, si l'auteur principal n'est pas concerné, on ne voit pas pourquoi le co-auteur sera poursuivi. Deuxième raison, le co-auteur, ou en tout cas ce qu'on est censé, parce qu'elle n'était pas considérée comme détachée de l'affaire. Ce n'est pas elle qui était au pouvoir, c'est son mari qui était au pouvoir. Donc elle n'était que avec le mari. Donc si on n'a rien à reprocher à son mari, il n'y a aucune raison pour qu'on lui reproche elle. Ce pourquoi on a dit clairement que pour son mari, il n'y avait pas d'infraction. De ce fait-là, il faut raisonner plus loin en droit, c'est que les pays n'existent pas contre son mari. En réalité, ces infractions n'ont jamais existé contre elle non plus. Donc, la Côte d'Ivoire l'a condamnée
inutilement et à tort. Malheureusement, la décision a été prise dans le pays, elle a certainement fait appel, elle a perdu un appel ou n'a fait appel, je ne sais pas, je ne connais pas cette partie du dossier, mais en tout cas, elle a été emprisonnée et elle a été graciée. Donc, cette grâce-là aussi fait que tout est effacé. En tout cas, on ne peut plus aujourd'hui considérer Mme Gbagbo comme auteur de quelque infraction, quelque situation que ce soit, ni à l'intérieur, ni en international. Voilà. Vous l'avez dit, ni à l'intérieur ni à l'international. Ce qui permet au fait à Mme Simone Gbagbo d'ester en justice, de faire, d'aller même aux élections présidentielles. Et on voit la plupart des Ivoiriens en joie, et puisque c'est poursuivi même avec la libération donc du président Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Alors, ma prochaine question, c'est de savoir, par exemple, si quel est l'impact que cela peut avoir sur la politique ivoirienne? Alors, ce qui peut avoir sur la politique ivoirienne, c'est que les Ivoiriens se rendent compte ce que nous, certaines personnes qui avons cette réflexion dès le départ, moi, je vais vous être franc avec vous, le jour où on a arrêté Gbagbo en Côte d'Ivoire, je me suis dit, les Africains ils sont rentrés encore dans leur bêtise d'il y a quelques cinquantaines d'années, et nous sommes retournés en arrière. Parce que je ne comprends pas que l'on puisse livrer un président africain comme ça à une structure que ceux qui l'ont vraiment mis en place contestent. Vous savez, les Américains n'ont jamais accepté la CPI. Certains pays d'Europe n'acceptent pas la CPI. Il y a eu à part Milosevic et compagnie dans l'ancienne pays de l'Est, où quelques-uns ont été poursuivis à la CPI, il n'y a pas eu d'autres personnes jusque-là. Vous avez déjà vu tout ce que les Américains ont fait en Afghanistan et en Irak. En Irak, on nous avait dit qu'il y avait Saddam Hussein avait des bombes ou je sais pas quoi nucléaires. On n'a jamais vu. On a constaté par la suite que c'était des erreurs. C'est quand même des mensonges que les services ont fait. Mais le dégât qui a été fait, les gens qui sont morts, qui est poursuivi dans ça? Personne. Personne n'est poursuivi. Personne n'est poursuivi pour la Syrie. Personne n'est poursuivi pour les autres faits qui sont commis ailleurs. Et voilà, pour une guerre civile au Côte d'Ivoire, on embarque Gbagbo. Et les gens s'y ont quasiment ont soutenu, certains ont soutenu cette histoire, ce qui était une honte pour l'Afrique. Maintenant, venons-en à l'impact que cela peut avoir pour la politique en Côte d'Ivoire. L'impact que cela peut avoir pour la Côte d'Ivoire, c'est de deux ordres. Ou les Ivoiriens décident de faire table rase de tout ce qui s'est passé et de se dire, mais voilà, on s'est peut-être fait avoir, on n'a pas été suffisamment mature pour se rendre solide et accepter l'inacceptable. On a livré notre frère à une structure qui, à mon avis, n'en vaut pas le coup. Et on s'est rendu finalement compte que c'est une erreur parce que à la fin, il a été blanchi parce qu'il a été acquitté. L'acquittement signifie que ce qu'on vous reproche, c'est pas fondé, tout simplement. Et sa femme, on nous dit, mais elle, on abandonne les poursuites contre elle. C'est 10 ans pour monsieur, 7 ans pour madame, inutile. Donc les Ivoiriens doivent, il faut qu'ils fassent, se donner la main et essayer d'oublier ce qui s'est passé et reconstruire la Côte d'Ivoire sur d'autres bases. Mais, deuxième situation pour laquelle cela peut se faire, cela peut ne pas se faire, il faut savoir que vous avez encore la Côte d'Ivoire qui est entre les mains de politiques qui s'incrustent, qui veulent se maintenir coûte que coûte dans une situation même contestable, parce que moi, le troisième mandat de Ouattara, c'était un troisième mandat de trop. C'était pas nécessaire. C'est ce qu'on reproche à tous ces gens-là. C'était pas nécessaire. Donc, il y a quand même ce point noir
de ce troisième mandat qui est en cours et de Gbagbo qui revient, qui pour ma part, je ne pense pas, il peut avoir des velléités, mais je ne pense pas qu'il le fera. Il faut céder à une génération qui puisse et reconstruire ce pays-là. Donc l'impact politique qu'il peut avoir dans ce pays dépendra de la posture des uns et des autres et de ce que les Ivoiriens même entendent faire de leur pays dans l'avenir. S'ils veulent se régler des comptes, ils n'en finiront jamais. S'ils veulent se pardonner, peut-être qu'ils pourront réussir quelque chose d'autre. Mais il faut passer nécessairement par un balayage. Mais maître, la réconciliation est en bonne marche, ce qui veut dire que si Laurent Gbagbo a été chez Alassane Ouattara, ils ont conclu de libérer certaines personnes, et à l'instar de certains détenus, et aujourd'hui on vient d'amnistier encore une fois Madame Simone Gbagbo, ce qui veut dire que les choses sont en bonne marche en Côte d'Ivoire. C'est ça, exact. Alors, la rencontre avec Ouattara, moi, je l'ai apprécié parce que c'est ce que je disais la dernière fois chez un de vos confrères. J'aurais préféré que ça n'ait pas existé. Vous voyez, j'aurais préféré que cette réconciliation entre Gbagbo et Ouattara n'ait pas existé. Si je dis j'aurais préféré que ça n'ait pas existé, j'aurais préféré que Gbagbo qu'on n'ait jamais pu le déporter à la CPI et qu'au moment où l'armée dont on a vu d'ailleurs, accompagné par les Français, parce que toute la télé le montrait, accompagné par l'armée française, humiliait Gbagbo, Ouattara était là. Il aurait pu dire, en tant que, il se sentait président de la République, ou en tout cas comme tel à l'époque, il se disait que c'était lui, il pourrait dire, allez, écoutez, moi, il reste mon frère, il reste ici, ne le faites pas bouger, il n'ira nulle part, comme il a fait pour sa femme. Comment se fait-il que la réconciliation est possible du côté de la Côte d'Ivoire, que vous, en tant qu'opposant, membre d'un parti politique, vous ne pouvez pas faire comme la Côte d'Ivoire et amener l'appel, pardon, faire rentrer le docteur Agbéoé? Merci, merci, M. Goyino. Vous êtes très intelligent de faire le parallèle. Vous voyez, ben, je vous réponds. Vous voyez très bien que la main tendue, c'est Ouattara qui l'a fait. C'est tout en son honneur. Je ne le condamne pas totalement. Hein. Autant je ne suis pas d'accord avec lui sur son troisième mandat, je ne dis pas qu'il a tout fait mal. C'est quelqu'un qui, économiquement, a fait avancer la Côte d'Ivoire pendant son mandat. Ça, c'est sûr. C'est incontestable. Il y a des choses qu'on ne peut pas reprocher tout aux gens. Il y a des choses très, très bien qu'il a faites pour la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a tendu la main à Gbagbo. Si Ouattara avait décidé, comme Faure Gnassingbé au Togo, si Ouattara avait décidé que Gbagbo ne rentrerait pas en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne serait pas rentré. Je vous assure qu'il ne serait pas rentré. Il ne pourrait pas rentrer. Faure Gnassingbé a décidé que François Boko ne rentrera pas au Togo. François Boko ne rentre pas au Togo. Vous avez vu? La différence est là. Donc, comment est-ce qu'il a décidé? Puisqu'il n'a rien dit. Il a dit, selon les informations, tout le monde veut que le docteur Agbéoméy, par exemple, rentre au Togo pour que les choses reprennent en bonne et due forme. Bon, il y a d'autres opposants sur le terrain également au Togo, même si on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi déjà il est parti? Est-ce que Faure Gnassingbé a demandé pourquoi Agbéoméy est parti? Depuis que le président Agbéoméy est parti du Togo, vous avez déjà vu Faure Gnassingbé publiquement pour son départ? Non. En Côte d'Ivoire, Ouattara s'est prononcé sur l'entrée, le retour de Gbagbo. La différence est là. Oui, la différence se situe également. On ne peut pas comparer les deux. Hein. On ne peut pas comparer, justement, on ne peut pas comparer les deux, et ce sont des situations différentes. On n'a rien fait, après juste les élections, il avait promis également au peuple togolais qu'il va ramener la victoire, il n'a pas pu ramener la victoire. Après, on ne l'a pas vu, après les décisions de la Cour constitutionnelle qui a proclamé M. Faure Gnassingbé président de la République, et il exerce très bien déjà. Ça fait de cela 1 an, on n'a pas la réconciliation en bonne et due forme au Togo. Et aussi, on se demande où se trouve Dr Agbéoméy. Est-ce que si un opposant doit rester toujours dans le champ de maïs et faire des messages par WhatsApp pour que les autres publient sur YouTube et autres sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est digne d'un opposant comme Dr Agbéoméy Kodjo? Vous le qualifiez comme vous voulez, le Togo n'est pas un pays normal, vous le savez. Quand on dit qu'il va ramener la victoire au Togolais, il l'a fait. Sauf qu'il y a des gens qui se sont accaparés de cette victoire et qui, les armes à la main, disent non mais
Ça, si vous voulez qu'on débouche sur ce débat, je vais vous le dire. Vous avez déjà vu au cours d'une élection, le jour de la proclamation des élections, la raison d'un des candidats, pas tous, d'un des candidats être encerclé par des chars et l'armée. Vous avez déjà vu ça? Non. Ça n'existe pas, mais ça s'est passé au Togo avec lui. Donc, c'est exceptionnel, ça. Il y avait M. Fabre aussi. Est-ce qu'il y avait des chars à la maison de Fabre? Non. Il y avait M. je crois, Goguet, parce que je ne connais pas tous les candidats. Il n'y avait pas de chars chez lui. Pourquoi c'était chez M. Agomé? Justement parce que c'est lui qui gagnait. Il savait, tout le monde savait dans les urnes il était gagnant et on est parti l'intimider. Vous avez connu là, vous avez vu la suite. On a même cassé sa maison. On a détruit sa maison, on l'a enlevé comme un malfrat. Non mais soyons sérieux. Les Togolais parlent comme s'ils ne savent pas ce qui se passe au Togo. Le Togo, c'est une prison à ciel ouvert. On parle de la Côte d'Ivoire. On avait fait une petite digression. On va retourner à la Côte d'Ivoire. Comment on a fait le parallèle? Qui se trouve jusque-là à la diaspora et on ne voit même pas les activités de ce gouvernement. Alors, si nous revenons par rapport à l'abandon des poursuites judiciaires contre Simone Gbagbo par la CPI, quel est aujourd'hui, puisqu'on a le FPI de Gbagbo, on a le FPI donc d'Afin Guessan, est-ce qu'on aura également un FPI de un Front populaire ivoirien de Simone Gbagbo, puisque d'après les dernières informations, l'ancien président Laurent Gbagbo veut changer les choses, sinon changer le nom de son parti politique ou créer un nouveau parti politique carrément. Réaction? Oui, je ne souhaite pas aux Ivoiriens, ou en tout cas même au FPI, de commencer par se diviser, parce que c'est juste cela qu'il ne faut pas faire. Maintenant, le problème des Africains, c'est que tout le monde a des velléités de vouloir être ce qu'on ne peut pas. Des gens veulent tirer des couvertures à soi quand il ne faut pas. Et c'est ce qui nous fait perdre, généralement. Madame Gbagbo, avant que cette situation ne se passe, était dans le FPI comme son mari. Après, le président Gbagbo n'était plus là, les Afin Guessan ont pris la relève et je pense qu'ils ont tenu le FPI jusqu'à aujourd'hui. Quel serait l'intérêt chacun de vouloir recréer? Alors, quand on rebaptise le parti, ça c'est pas une difficulté, ça peut arriver qu'on rebaptise un parti. Ici en France, on rebaptise toujours les partis. Vous avez vu, on a le Front National, aujourd'hui c'était devenu Rassemblement National. On avait le Parti communiste français, dont une partie enfin plusieurs partis d'ailleurs qui ont fait scission. Vous avez à l'époque le RPR qui est devenu je sais pas quoi, le truc avant de devenir les Républicains aujourd'hui. Non mais changer le nom d'un parti, ça c'est rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est l'unité du parti, c'est la cohésion du parti, c'est le fait de se maintenir, de se positionner en parti présidentialiste, des gens qui sont suffisamment matures, mûrs, des gens qui ont la volonté de construire ensemble quelque chose. Mais vous ne construirez pas en commençant par passer. Donc, je ne le souhaite pas pour eux, mais je ne suis pas ivoirien, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je ne souhaite pas. Que ce soit à fille, si le président Gbagbo, alors je ne suis pas conseiller, mais si le président Gbagbo veut revenir, ne serait-ce que à la tête du FPI, il faut qu'Afin Guessan lui laisse la place. Tout simplement parce qu'il a plus d'aura que lui. Gbagbo a plus d'aura que Afin Guessan en Côte d'Ivoire, vous comprenez? Donc, il faut qu'il laisse la place. Gbagbo peut être encore président du FPI sans avoir la prétention d'être président. En revanche, il va unir, il va rassembler ce parti-là. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais si Nguessa s'entête, si sa femme, ils vont se diviser, ils vont laisser le champ libre au RDPH. Nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, monsieur Laurent Gbagbo a permis également d'amnistier, si vous permettez de le dire ainsi, son épouse Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous avons la division dans son parti politique qui est le FPI.
Est-ce que le FPI a encore des chances pour remporter les élections en Côte d'Ivoire? Poser comme ça cette question, moi je pense que oui. Ah, je pense que oui. Parce que le FPI, c'est le parti le portant, hein, avant le RDPH de Ouattara. Ils ont toutes leurs chances de reprendre les choses en main et de devenir le parti le plus important en Côte d'Ivoire. Et je veux dire, ça s'explique aussi. Ça ne peut pas être autrement. Mais ils ne pourront l'être. Ce parti ne pourra l'être que s'il y a une cohésion, une unité qui se fasse. Et, je veux dire, un rassemblement. S'il ne se rassemble pas, ça ne pourra pas, il ne peut pas devenir un grand parti. Si M. Affi N'Guessan veut absolument avoir son parti à lui, bah, c'est fini, le RPI va disparaître. Peut-être que le président Gbagbo le voit venir, il veut anticiper pour recréer un parti politique en dehors du FPI, mais je vous garantis, on peut parier ici aujourd'hui, s'il le fait, il va vider le parti politique que voudra diriger Affi N'Guessan. Il va le vider. Parce que les Ivoiriens sont majoritairement derrière Gbagbo. Donc Affi N'Guessan il peut toujours vouloir conserver son parti FPI, mais il n'y aura personne dedans. Quand je vous dis, il n'y aura personne, à moins d'aller s'allier avec le RDPH après, mais il n'y a personne. Donc il ne faut pas qu'il tente ça. Ça ne marchera pas. Quel sera le cas de Simone Gbagbo? Alors, le cas de Simone Gbagbo, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas si elle est toujours dans le sillage de son mari politiquement ou pas. Il y a un divorce a été annoncé entre-temps par Laurent Gbagbo. Oui, mais on peut divorcer familialement et rester politiquement unis. Hein. Moi, je connais des gens, vous savez, François Hollande chez nous a divorcé de Madame Ségolène Royal, mais ils sont toujours dans le même parti politique. Ils n'ont pas changé. Voilà, c'est ce qui démontre d'ailleurs qu'intellectuellement, on peut dépasser certaines choses. Et c'est ce qu'on demande toujours aux Africains. Dépasser certains clivages, dépasser certains clichés. On n'est pas à ce niveau-là. On peut plus être à ce niveau-là. C'est des clichés. Oui, on peut être divorcé. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Maître Alexis, Simone Gbagbo a-t-elle un avenir politique en Côte d'Ivoire? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est une femme assez brillante, hein, et qui a aussi ses partisans. Hein. Donc, je pense qu'elle a un avenir politique immédiat en tant que présidente. J'émettrai des doutes. Mais pourquoi pas Premier ministre un jour de ce pays-là? Pourquoi pas? Elle a un avenir. Je peux pas l'exclure de ce maillage politique en Côte d'Ivoire parce qu'elle a quand même joué un rôle important pendant qu'elle était première dame de la Côte d'Ivoire. Après, qu'elle soit aussi après ses déboires avec le parti au pouvoir aujourd'hui et après sa sortie, vous voyez tout le travail qu'elle a fait en sortant de la prison. Non, c'est énorme. Non, elle existe. Elle doit exister d'ailleurs. Je pense qu'elle doit exister. Il faut d'ailleurs de temps en temps aux femmes de s'exprimer parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ça se tape moins dessus que les hommes. De quoi disent également que, vu qu'elle a bénéficié d'un amnistie grâce au président Alassane Ouattara, elle pourra collaborer, si possible, avec Alassane Ouattara. Qu'en dites-vous? Non. Alors, bien sûr, on peut toujours spéculer sur ce qu'on a envie de spéculer. Je crois que elle a été graciée par Alassane Ouattara après avoir fait quand même 7 ans de prison. Mais c'est surtout parce que dans le fond des choses, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Ce qu'Alassane Ouattara reprochait principalement, c'était à son mari. C'était le mari qui était l'opposant farouche. Il sait très bien que c'est pas... Ouattara savait très bien que ce n'est pas Madame Gbagbo qu'il visait. Madame Gbagbo, à l'époque, n'était pas du tout dangereux politiquement pour Ouattara. Celui que Ouattara ne voulait pas voir, c'est son mari. C'est la raison pour laquelle il a préféré que le mari soit écarté du pays, en allant à la CPI, et la femme reste en Côte d'Ivoire. Et puis, au final, 20 ans de prison, elle a fait 7 ans.
il l'a gracié, il n'était pas obligé de le faire. S'il l'a fait, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'avait pas quelque chose à lui reprocher. Madame Gbagbo, je ne pense pas qu'elle ait pu considérer ça comme un cadeau qu'on lui fait. Elle est innocente, on l'avait condamnée à tort, tout simplement. Maître Alessi, donc, je ne vois pas ce motif-là qui servirait de tremplin pour qu'elle aille se rejoindre Ouattara. C'est une erreur politique de sa part de le faire. Non, non. Si elle fait ça, elle va perdre tout. Elle perdra tous les gens du FPI qui sont encore avec elle. Hein. Maître Alessi, si vous refermez cette parenthèse, si je vous demandais de faire un message à l'endroit en tant qu'Africain, en tant que juriste, à tous les Ivoiriens, à la communauté ivoirienne, à la diaspora également, pour terminer cette première partie donc, de notre émission, Avis de la diaspora, que direz-vous? Très bien. Vous savez, je n'aime pas m'ériger en conseilleur de qui que ce soit. En revanche, je donne toujours mon opinion sur ma vision de l'Afrique et ma vision des Africains. Je suis parfois très, très dur avec les nôtres, avec nous-mêmes, parce que nous manquons beaucoup d'élever nos esprits, d'élever nos pensées, de lever nos réflexions, nos discussions, de sorte que les gens ne puissent pas profiter de nos faiblesses. Donc, que dire aux Africains? Oui, l'histoire de Ouattara et de Gbagbo, y compris le passage de Gbagbo à la CPI, doit servir à tout Africain pour comprendre que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Vous savez, on est dans un monde de lutte permanente, de conflits d'intérêts permanents, et n'y gagnent que ceux qui ont l'intelligence de pouvoir marcher sur les autres sans difficulté. C'est ce que les Européens font de nous depuis des siècles d'ailleurs. Parce qu'on est les seuls, encore pour le moment, à être victimes de beaucoup de choses. Victimes de tout, victimes de la spoliation de nos intérêts, de nos biens, victimes de l'exclusion, victimes de toutes les trahisons, victimes d'imposition de toutes sortes de visions de société, et nous les acceptons. Donc, chers frères africains, prenez conscience que l'Afrique appartient aux Africains et pas à d'autres personnes. Ce n'est pas pour rien que tous les Noirs, tous les Africains sont en Afrique. Si les gens veulent venir chez nous, ils doivent nous demander, comme on demande chez eux, d'autorisation pour venir. On n'est pas là pour leur ouvrir nos portes comme si c'était au marché, ou d'ailleurs, c'est même pas au marché, comme si c'était dans un moulin, tu rentres, tu sors. Et surtout, tu sors avec ce que tu as envie de sortir, quitte même à marcher sur des personnes avant de prendre et de partir. Non, il faut que les Africains comprennent que nous allons vers une Afrique unie, une Afrique, pas des Afriques, comme on l'a vu jusqu'aujourd'hui. Donc, de grâce, le cas de Gbagbo, c'est pareil que ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, au Mali, au Sénégal, aujourd'hui, on est en train de pousser de l'extérieur. Le président l'a dit, vas-y, pour une troisième fois. Et s'il le fait, c'est qu'il est aussi bas que les autres. Il est aussi bas que les autres. Parce que on ne peut pas me dire qu'au Sénégal, il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui puisse remplacer Macky Sall. Non, les Sénégalais, il y a de grands hommes au Sénégal. Il y a de grands hommes en Côte d'Ivoire, il y a de grands hommes au Togo, il y a de grands hommes au Congo, je sais pas, au Gabon, au Cameroun. Mais on préfère toujours laisser des sous-préfets qui rendent service à eux. Ils rendent service à l'extérieur. Ils rendent service à ceux qui leur disent restez là, nous on vous protège, restez là. Et tant pis, peuple. Merci, Maître Alessi Iwo, d'être avec nous pour cette émission, Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Restez avec nous, on se retrouve juste après le petit break. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Également leur voix dans